Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Ludovic Subran, chef économiste du groupe Allianz. Bonjour Ludovic. Bonjour David. Content de vous retrouver. Bon, vous n'êtes pas en Moi chair en aussi. os, vous êtes toujours en Allemagne, c'est ça? Pardon? Vous êtes en Allemagne toujours? Ouais, là je suis en Allemagne aujourd'hui, ouais. Bon. Le commissaire Je me européen... suis Non, ça. je pense qu'il existe vraiment et on aimerait le voir en chair en os, c'est juste ça le sujet. Hein. Un jour qu'il vienne en plateau, hein. Qu'il arrête Prochaine de fois. faire sa diva et sa star. Bon, le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni, nous dit prévoir un fort ralentissement économique, évidemment à cause de la guerre en Ukraine, tout en écartant la récession. Résultat, il prévoit une croissance très réduite, nous a-t-il dit, pour la zone euro cette année. On se dit qu'il a priori, il a raison, mais très réduite de combien? C'est ça mon sujet. Bah, de moitié presque, en fait, selon nos estimations. Donc, si on prend juste l'effet direct de l'inflation sur le ralentissement économique à travers l'élasticité un peu connue sur le prix du pétrole, on a presque 1,5 point d'inflation de moins et un De point et demi de croissance. croissance de moins que ce qui était escompté. Et si en plus on rajoute quelques effets importés du zéro Covid en Chine, le canal confiance aussi qui dévisse assez fortement, on est en effet sur 2% Voilà, d'inflation, 2% de de croissance en croissance. zone euro ouais, c'est Donc, juste en ce moment, les chiffres de croissance et d'inflation semblent être inversés. ouais, Donc en fait, on a plus d'inflation que de croissance et c'est ça qui inquiète, quoi. ouais. Et notamment, on a certains pays comme la France qui ont commencé l'année avec 2 fois plus de croissance et 2 fois moins d'inflation que l'Allemagne, disons. Et le sujet, c'est justement cet acquis de croissance n'est pas le même partout. Et donc, le risque, c'est notamment que l'Allemagne soit en récession sur le début de l'année. Donc, dans la zone euro, il y a énormément d'entropie, énormément de divergences entre les pays Ouais. sur le coût de la guerre. Ouais, on était en début d'année plutôt sur 4% de croissance en zone euro. Si on divise par deux, on tombe à 2, sachant que 2, il faut rappeler que c'est aussi lié au très fort acquis de croissance qui fait qu'on est rentré avec une bonne vitesse en termes d'activité sur 2022. Et c'est ce qui nous permettra de maintenir l'année en territoire positif. Mais si on regarde en glissement annuel, peut-être fin décembre 2022 par rapport à décembre 2021, ça sera beaucoup moins glorieux. Oui, sur les rythmes trimestriels de croissance, notamment, on peut avoir des trimestres négatifs au premier et au deuxième trimestre Mais et des est-ce trimestres. que c'est pas un peu ça qui compte, Ludovic, honnêtement? Bien sûr, c'est ça qui compte. Bien sûr, vous avez raison, David. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens commencent à s'intéresser de nouveau aux données de haute fréquence qui étaient celles qu'on utilisait pendant la crise Covid, notamment les données de mobilité de Google pour comprendre si les gens prennent moins leur voiture à cause des prix de l'essence. Donc Donc, vous avez raison, spontanément, on est c'est en le moment croissance zéro, de Ludovic, croissance. spontanément, on est en croissance zéro là, aujourd'hui en zone euro en Oui, France. on est en croissance zéro en zone euro. Oui. Ouais, ça, Oui, et d'ailleurs, les marchés le voient de plus en plus ou de mieux en mieux. Oui, oui. Et c'est dommage parce qu'on a tellement d'épargne que ça veut dire que clairement, l'effet sur le pouvoir d'achat, l'effet sur les marges est déjà un peu là dans certaines entreprises. On commence à voir un ralentissement de l'investissement. On a aussi un ralentissement des dépenses publiques dans de nombreux pays. Donc oui, aujourd'hui, on est en régime zéro croissance. ouais, ce qui veut dire que le choc économique de cette guerre est quelque part sous-estimé. On a beaucoup d'experts qui nous disent en gros, ça va, ça va pas si mal que ça ralentit, mais ça va. C'est pas la réalité aujourd'hui, on est en croissance zéro spontanément. Oui, alors on est en croissance zéro, mais après, il faut regarder le niveau de croissance qu'on avait avant. Mais c'est vrai que je suis plutôt d'avis qu'on sous-estime le coût de cette guerre directe, disons, sur les prix, sur le pouvoir d'achat, sur les marges, sur euh, les, les marchés aussi, sur les futures corrections de marché. On en avait parlé avec vous, David. Nous, on s'attendait vraiment à ce qu'il y ait un moment où ça dévisse un peu, et puis on l'a vu depuis le début de l'année. Là, il y a une forme de complaisance, un petit ralentissement de la correction, on va dire. Et donc, nous, oui, on est un peu plus inquiets sur la réalisation de ce projet, d'autant que, et c'est un peu ce qui rajoute des inquiétudes, le durcissement des politiques monétaires est très fort, notamment du côté américain. Donc, le risque de la récession aux États-Unis est très fort. Et du côté européen, on n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est-à-dire qu'on fait des plans un peu de résilience ici et là. On sent qu'il va falloir qu'on mette de l'argent et qu'on se décide sur l'embargo du gaz russe, mais on n'arrive pas à avancer. Et ça crée un sujet, à mon avis, de confiance, mais aussi un sujet de ralentissement économique par rapport à ce à quoi on s'était attendu pendant Covid, où on avait vu tout de suite les politiques publiques prendre le devant. Là, elles sont un peu en retrait. Et donc ça, je Mais pense que ça c'est normal contribue aussi aussi. à la croissance zéro. Ludovic, c'est normal, puisque l'endettement n'est pas le même. Oui, Encore une oui. fois, si les économies, il faut le rappeler, refaire le film, ont bien résisté pendant cette crise sanitaire, c'est parce que les États se sont fortement endettés. Et on voit bien qu'avec cette flambée des prix de l'énergie, des prix alimentaires, il y a des plans qui sont mis en place
pour limiter l'impact, et c'est normal aussi sur le pouvoir d'achat, sur la vie des gens, pour éviter la flambée des inégalités. Et on se demande si les politiques budgétaires, notamment, auront les moyens de remettre au pot, de rester expansionnistes à l'avenir avec des banques centrales qui sont en train de refermer le robinet monétaire. La question, elle est là aussi, non? Est-ce qu'elles peuvent rester expansionnistes? Oui, vu les taux auxquels on a affaire en zone euro, bien sûr. Aux États-Unis, c'est un peu différent, mais le sujet est aussi pas le même puisqu'il n'y a pas le même niveau de soutien budgétaire. En zone euro, moi, je suis pas inquiet. Et je pense d'ailleurs que les politiques budgétaires vont faire plus que ce qu'elles ont annoncé. Parce qu'elles ont sous-estimé elles aussi le coût de la crise et que malheureusement, les politiques budgétaires qu'on utilise ne sont pas les plus co-efficaces. Contrôler les prix d'énergie, c'est pas très malin quand il y a des gens qui peuvent payer la facture et d'autres non. Faire des mesures aussi de soutien sectoriel très larges, très généreuses pour des secteurs dans lesquels il y a certaines entreprises qui ont fait des profits records, je ne pense pas que ce soit très malin comme utilisation de l'argent public non plus. Ouais. En fait, le sujet, c'est plutôt la qualité de la dépense et du coup le coût efficacité de cette dépense. Moi, je pense que c'est le sujet qu'on devrait avoir pendant cette période électorale. Et comme vous l'avez remarqué, David, ce n'est pas un sujet que nous avons traité, puisqu'on était obnubilés par d'autres sujets beaucoup plus importants et certainement beaucoup plus vulgaires comme l'immigration. Ouais. J'insiste aussi quand même sur le fait que les banques centrales ne seront pas là avec leur plan d'achat d'actifs pour acheter, encore une fois, s'il y a surcroît de dépenses publiques pour compenser, adoucir la facture pour les citoyens en matière d'énergie et d'alimentation. Même si les taux restent bas et que la politique monétaire reste accommodante, ou même si elle l'est moins, il n'y a plus les politiques de rachat d'actifs, encore une fois, de la part des banques centrales. Donc, mécaniquement, ça peut aussi rendre plus cher la dette des États, et, non? Oui, et on voit d'ailleurs les taux sur l'infirmière, mais encore une fois, les taux réels sont très faibles, puisque c'est ça qui compte, hein, c'est le coût de l'endettement, c'est le taux réel, donc le taux nominal moins l'inflation. Vu les niveaux d'inflation aujourd'hui, l'endettement n'est pas très dissuasif, je dirais, Donc, pour il y a les des marges de États. manœuvre. Donc, les marges de manœuvre en matière de Oui, politique oui, budgétaire. toujours des marges de Pour, manœuvre. L'économie, c'est un construit, c'est des choix. Après, le choix, encore une fois, hein, sur la crédibilité des finances publiques, les choix de politique budgétaire ne sont pas les plus malins aujourd'hui. Et je pense qu'il faut remettre un petit peu de règles sur l'utilisation des finances publiques, au niveau européen d'ailleurs et au niveau de chaque pays. On achète du gaz tous de façon cannibalistique. Au lieu de se mettre d'accord et faire baisser le prix du gaz. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur le menu de politique publique à mettre en place et du coup, chaque pays fait avec ce qu'il a et donc dans certains pays, c'est plutôt malin et dans d'autres, c'est très coûteux pour ce que ça fait comme effet, surtout si les prix d'énergie restent élevés durablement. C'est ça les sujets. Et sur la politique monétaire, de toute façon, même si on rentre dans une période de ralentissement des rachats d'actifs, il y a de toute façon tellement de place prise dans le stock par la Banque centrale que les écarts de taux de crédit, notamment avec les pays du sud de la zone euro, puisque c'est ça qui compte, hein, c'est la fragmentation financière, les risques restent très faibles et que le maître mot, c'est optionnalité, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais ce qui veut surtout rassurer sur le fait que si d'aventure, à un moment donné, il y a du stress financier dans un pays pour des raisons un peu obscures, choc de politique, choc exogène, etc., ben, la BCE est prête à remettre au pot. Donc oui, il y a des marges de manœuvre. Maintenant, on voit, et notamment la leçon des États-Unis, que plus on récupère de marge de manœuvre, plus on se sent à l'aise dans une situation où, en effet, on a davantage de crises. Et puis surtout, on ne sait pas trop estimer l'impact de cette crise. Il y a une incertitude sur la fin du conflit. Il y a pas mal de risques additionnels, notamment sur la situation chinoise, celle du commerce mondial, mais aussi sur des risques d'embargo de l'énergie. Et donc, je trouve que c'est assez malin des politiques publiques de recharger leur batterie. Là, on est un peu à plat sur les politiques publiques européennes, mais c'est pas grave. On peut aller en territoire négatif sur les politiques publiques, on l'a déjà vu plein de fois. Ouais. Sur l'inflation quand même, 7,5% en zone euro, à partir de quel moment l'inflation peut dégénérer en récession, sachant qu'on est en croissance zéro? Donc on est quand même sur un équilibre assez tangent et instable. C'est des niveaux qu'on a tous quasiment jamais vus à nos âges. Voilà, et à partir de quel moment? Non mais ça... Je parlais de vous là en l'occurrence. Hein. Les années 60. Non, je parlais de vous. Non, mais sérieusement, est-ce qu'à partir de quel moment, encore une fois, ben, les gens ne dépensent plus, ils n'ont plus les moyens, parce qu'une fois qu'on a fait le plein et l'alimentation, ben, on ne dépense plus ni pour les voyages, ni pour les week-ends, ni pour le reste.
Alors, c'est assez intéressant. Je prends la France comme exemple. Aujourd'hui, la facture énergétique et alimentaire additionnelle a déjà mangé toute l'épargne Covid des ménages des 25% les moins aisés. D'accord. Ça veut dire qu'il y a encore plein de ménages, notamment parmi les plus aisés, qui ont encore plein d'épargne et qui peuvent continuer à consommer, maintenir leur consommation, leur investissement, voire plus d'ailleurs, avec les niveaux de prix qu'on voit actuellement. Le problème, il est en effet sur les plus vulnérables. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je ne suis pas hyper content du fait qu'on contrôle les prix de l'électricité pour tout le monde. Parce que je pense qu'il faut maximiser les aides sur ceux qui en ont le plus besoin. Ceux qui tombent en pauvreté à cause de leur facture énergétique ou de leur facture Qui l'a alimentaire. fait ça aujourd'hui? Qui l'a fait ça, cette politique plus ciblée? J'ai vu de meilleurs. Moi, je me rappelle en 2007, parce qu'on avait de nouveau, on avait crise énergétique et alimentaire. Elle était peut-être pas du même acabit, mais elle était quand même assez forte. En fait, on avait vu pas mal de pays dans les pays émergents qui utilisaient les transferts sociaux conditionnés, notamment en Amérique latine, de façon assez maligne pour éviter justement les subventions parce que c'était très coûteux pour leurs finances publiques. Nous, on est dans un monde où l'argent est un peu magique et donc il n'y a aucune incitation aujourd'hui à faire plus d'indemnités énergie ou inflation que de contrôle des prix à l'électricité. Et c'est ça qu'il faudrait retrouver, notamment au niveau européen. Parce que le risque, je vais vous dire, hein, le risque, c'est que à l'automne ou en décembre, j'espère que la situation en Ukraine s'améliorera, mais surtout, on va se retrouver avec des situations très divergentes sur la gestion de la crise énergétique en Europe, avec des points de dette supplémentaires pour les pays qui en ont le moins besoin et moins de points de dette pour les pays qui sont très impactés par le choc, mais qui décident de moins sociabiliser ou de moins mutualiser les coûts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choix de politique publique qu'on fait aujourd'hui, ils ont un effet sur notre convergence européenne à horizon 6 mois, 9 mois, 12 mois. Et je suis un peu surpris qu'on ne se mette pas un peu d'accord, par exemple, pour reprendre ce qui reste de Next Generation EU, hein, donc le pot commun qu'on avait mis en place pour la crise Covid, et s'assurer qu'il soit dépensé pour éviter les effets délétères de la crise énergétique, mais sur les personnes, les entreprises, les agents économiques les plus vulnérables, et pas dépenser un peu comme ça Et pas pour open bar. les réunions sur les ronds-points. C'est ça, on est tous en syndrome post-traumatique des gilets jaunes. Et donc, on a tous un peu peur, et pas qu'en France, hein, les gens ont très peur des risques sociaux. Mais en fait, pour éviter les risques sociaux, rien de mieux que de focaliser les aides sur ceux qui en ont le plus besoin et de laisser ceux qui peuvent se permettre de payer une facture énergétique un peu plus importante payer avec leur épargne. Parce que c'est ça aussi le coût de la guerre. Hein, c'est 600 à 800 euros par ménage français pour l'année 2022. Et c'est quelques points de marge pour les entreprises françaises. Et donc, comment vous arrivez à ce calcul de 600 à 800 euros par an par on Français? utilise le coût supplémentaire de la vie et on le rapporte au revenu disponible des ménages. Et donc, on arrive, notamment en France, parce qu'il y a la double peine du pétrole et du gaz, mais ce coût-là additionnel, il est encore plus important sur l'Allemagne. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les prix à peu près moyens autour de 100 euros le baril, et puis les prix moyens du gaz, on n'a pas pris les pics à 400 dollars ou à 400 euros, pardon, l'unité de gaz, mais on a repris des choses qu'on pense en moyenne annuelle autour voilà, de 100 pour le baril, et puis je ne me rappelle plus exactement pour le gaz. Et donc, on a pris ça sur l'année, on a dit, ben voilà ce que ça fait en surcoût pour les ménages. Et puis après, on l'a comparé à l'épargne qu'on avait pour voir justement ce chiffre que je vous disais, qui est assez horrible. Hein. La guerre a commencé depuis à peine un mois et demi. Alors, la crise énergétique, elle, depuis 4 mois. Et déjà, l'épargne Covid légère que les plus vulnérables avaient faite a déjà été mangée par le surcoût dû à la crise, on va dire, des matières premières au sens large. Donc, on voit que ça va assez vite et que d'éviter, par exemple, la sobriété énergétique pour limiter la consommation d'énergie pour les ménages qui le peuvent, pour les entreprises qui le peuvent, aider ceux qui tombent vraiment dans la pauvreté à cause de juste ce prix du litre de gasoil à 2,5 euros, etc. C'est ça qu'il faut cibler ça. D'autant que, Ludovic, pour vous, on peut très bien se passer du gaz russe tout de suite. Pourtant, le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, nous dit le contraire, qu'à court terme, ce n'est pas possible pour l'Allemagne de se passer du gaz russe. Ce n'est pas même son de cloche. Hein. Je sais pas, je sais qu'aussi le chancelier Scholz a expliqué que les modèles mathématiques ne servaient à rien pour la prise de décision en politique publique. Vous voyez, donc on est sur quelque chose qui est idéologique. Nous, on pense qu'on peut du moins essayer de se passer du gaz russe. Ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre peut-être moins, mais il y a une histoire éthique. Comme on a décidé de faire des confinements pour préserver la santé, aujourd'hui, pour préserver la paix, il faut faire des choix forts, éthiques, et on ne peut pas continuer d'envoyer 700, 800 millions de dollars chaque jour aux Russes pour financer la guerre en Ukraine. Donc c'est un choix. Ça passe par quoi?
Pardon? Ça passe par changer d'approvisionnement, arrêter d'acheter russe. Grosse part de demande, baisser la demande, mais la majeure partie, les 2 tiers, c'est en effet changer les approvisionnements. Donc, c'est utiliser des sources alternatives de gaz là où c'est possible. C'est utiliser aussi des sources alternatives d'énergie là où c'est possible, y compris la biomasse, bon, bien sûr, le nucléaire, un peu le charbon peut-être pour les pays qui ne peuvent pas faire autrement. Le gaz alternatif, on a pas mal d'options, même si ça prend du temps, même si c'est plus coûteux, etc. Vous pensez à qui? Vous pensez au Qatar, à la Norvège, au gaz liquéfié américain, c'est ça, hein? Ouais, l'Algérie, l'Australie, la Libye, pourquoi pas. Et donc, d'ailleurs, ça pose pas mal de questions d'ailleurs sur l'origine de ces matières premières-là, parce qu'elles sont aussi, comme vous savez, dans des pays qui ont des situations difficiles pour certains. Donc on peut diversifier le gaz, on peut diversifier autour des sources d'énergie. Mais On c'est voit pas d'ailleurs pas mal suffisant. Mais c'est pas suffisant. Diversifier les sources, c'est pas suffisant. Diversifier les sources, ça coûte rien à personne, entre guillemets. Après, l'effort, c'est au quotidien. Comment est-ce qu'encore une fois, on est plus sobre au quotidien? C'est quoi l'effort qu'il faut demander aux gens, à nous tous? C'est un effort autour de 10% de baisse de consommation d'énergie pour être dans les clous. C'est à peu près ça. C'est pas très parlant au quotidien? Bah, si, vous débaissez votre consommation d'énergie de 10%. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, là en ce moment, dans une période, il fait un peu froid, donc mais c'est en effet baisser le thermostat du chauffage. C'est 100% télétravail. Enfin, il y a toute une série de mesures. J'invite tous les auditeurs à regarder ce que l'Agence internationale de l'énergie a mis en place. Ça peut être décider de prendre moins la voiture quand on le peut. C'est pour ça que je parle du télétravail. Mais encore une fois, ça concerne des gens plutôt aisés de ne pas pouvoir prendre la voiture. Les gens qui sont au front tous les jours, ils sont obligés de prendre leur voiture. Donc, le covoiturage peut être une option. En effet, baisser le thermostat, réduire sa consommation d'électricité sur la consommation quotidienne, donc ça peut être l'éclairage, les machines. Ça peut être aussi des choses un peu auxquelles on ne pense pas forcément, mais ça peut être décider de ne pas prendre l'avion et de préférer le train quand on le peut, même si c'est moins confort. Ça peut être décider de reporter certaines décisions qui sont très consommatrices d'énergie carbonée. Par exemple, acheter une nouvelle voiture. Ça peut être pas mal de choses comme ça. Je pense que, en tous les cas, ne pas avoir ce discours de vérité, c'est dommage. Parce que, alors je crois que EDF en a parlé le week-end dernier, donc on commence à entendre ça. En Allemagne, il y a déjà des gens qui font preuve d'une certaine sobriété énergétique, justement en solidarité avec les gens qui tiennent le front en Ukraine. C'est quelque chose quand même qui semble bien peu coûteux par rapport aux milliers de vies qui ont déjà été enlevées dans ce pays. Donc c'est pour ça que je dis c'est un choix de société. Et après, ça a un coût, pardon. Le vrai sujet sur la France, c'est peut-être le diesel. Et après, en effet, sur la consommation de gaz, sur la production, il faut faire attention à certaines unités de production. Donc, on est en pleine période de réindustrialisation, on essaie de réindustrialiser la France. Et il y a des unités de production industrielle qui sont très consommatrices de gaz, donc en partie de gaz russe. Et c'est là où, par exemple, il faut mettre le paquet sur l'argent public et privé qu'il faut investir pour transitionner ces unités de production. Là, je pense au verre, je pense à certains sous-segments de l'automobile, à la chimie. C'est là-dessus qu'il faut mettre l'effort sur la partie productive de l'économie. Et là encore, on a fait beaucoup sur la décarbonation industrielle avec le plan de relance. Je pense qu'on peut de nouveau repenser un petit peu l'utilisation de l'argent public. On a mis 1 point de PIB, je donne juste ce chiffre. Entre novembre et février, on a mis 1 point de PIB pour contrôler les prix d'électricité, faire des indemnités inflation et énergie. Ce point de PIB, c'est à peu près un tiers de ce dont on avait besoin en France à horizon 2030 pour verdir notre approvisionnement énergétique. Donc, vous voyez, les choix de société qu'on fait en termes d'arbitrage de politique publique, on est en train de cramer la caisse, puisque c'est l'expression consacrée, au lieu d'utiliser cet argent pour investir sur le temps long, parce que, encore une fois, je ne sais pas si on peut sortir du gaz russe demain. Ce que je sais, c'est que si on n'essaie pas, c'est un peu limite en termes de choix de société. Sachant qu'un embargo, pour le coup, sur le gaz et le pétrole russe, il faut le dire, ça aurait un coût. Alors, ce n'est pas la solution qui est choisie par les Européens, mais ça aurait un coût colossal économiquement. Il faut quand même le dire. Après, c'est la contrepartie, encore une fois, pour sauver des vies, pour éviter de financer indirectement la guerre. Par exemple, nous, dès le début, on a chiffré ça. On s'est dit, c'est ça le scénario alternatif. On appelait ça le scénario de blackout. Et on pensait que c'était à peu près 3 points d'inflation de plus et 2 points de croissance de moins.
Ça veut dire qu'on serait en dessous de 1 point de croissance sur la zone euro, pour reprendre les chiffres du début. Ça veut dire qu'on serait en récession en Allemagne, par exemple. Ça veut dire clairement sur le pouvoir d'achat, un coût de la guerre qui serait plutôt, pour les ménages français, pour reprendre les chiffres que je vous donnais tout à l'heure, autour de 1 200, 1 300 euros par famille et par an. Et donc là, se pose la question de combien on compense et le nombre de gens qu'on va compenser pour éviter cette fameuse précarité énergétique. Donc, toute la question, c'est possible, c'est beaucoup plus coûteux. Et quelle est la part qui est après absorbée par le public? Dans ce cas-là, bien sûr, les banques centrales, la Banque centrale européenne arrêterait sa normalisation politique monétaire, et puis on verrait davantage de dette publique. Voilà. Donc c'est ça les choix dont on parle aujourd'hui. C'est des choix à court terme, mais avec des implications aussi à moyen terme sur ce qu'on veut atteindre en termes de paix à nos frontières et aussi en termes de mix énergétique. On est en train aujourd'hui de vivre en accéléré ce dont on nous parle depuis des années sur les besoins de la transition énergétique. On est en train de front-loader le vrai prix du carbone. C'est ça dont on parle. Et donc, maintenant, il faut faire le choix. Après, si on remplace du gaz russe par du gaz qatari, australien ou algérien, ça reste du gaz. C'est pour ça que j'ai dit, bien sûr. Et c'est pour ça. Et de toute façon, la diversification de gaz, elle n'apportera pas la baisse escomptée sur les prix de l'énergie. C'est juste 15% de l'histoire. Même si les Américains nous promettent de nous mettre des tuyaux et de nous donner, je crois que c'est 50 milliards de mètres cubes ou 50 millions de mètres cubes. Pas trop cher. Bon, c'est pas trop cher. Pas trop cher, mais comme vous savez, le gaz de schiste, c'est pas très RSE. C'est pas très compatible avec le climat, on va dire. Exactement. Donc, c'est un vrai choix. Là, pareil, c'est un vrai choix européen. Est-ce qu'on va jusqu'au bout de notre idée de vraiment verdir le continent, et est-ce qu'on laisse le continent américain, lui, devenir très marronasse pour nos besoins de paix sociale et de pouvoir d'achat? C'est un peu le choix qui est posé aujourd'hui en Allemagne et qui est en train d'arriver en France et qui, à mon avis, va se poser dès le lendemain du deuxième tour des élections présidentielles. Bon, on en reparlera ensemble. Merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Ludovic Subran, chef économiste du groupe Alliance Invité, la grande interview en direct sur Boursorama. Salut, merci. Merci David.